Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour Emeline, merci beaucoup d'être derrière le micro d'Aventure humaine. C'est un vrai plaisir en plus que d'être accueilli dans la nature, dans ton écrin de verdure. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît. Merci de me donner cette chance. Donc du coup, je m'appelle Emeline Ivars, je suis coordinatrice de l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat. Donc une association qui représente tous ceux dont le métier est d'aller apporter du conseil aux entreprises et aux collectivités sur tout ce qui va être comptabilité carbone, bilan carbone, stratégie d'adaptation au changement climatique, plan climat pour les collectivités, plan de mobilité également. Voilà, un peu tous ces métiers-là sont représentés à la PCC et du coup, on s'occupe à la fois de représenter toutes ces professions, de les faire travailler ensemble dans des groupes de travail pour créer des synergies, des choses qui profitent à tout le monde et de sensibiliser les entreprises, les organisations, les collectivités sur toutes les thématiques liées au changement climatique. Ok. Ça fait combien de temps que tu es coordinatrice ? Depuis 2014. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette responsabilité-là ? T'as quel parcours en termes d'études ? Alors j'ai fait une école de commerce, mais c'est pas vraiment là où tout a commencé. D'accord. Comme on peut l'imaginer, oui. Je suis arrivée en école de commerce un peu par hasard, finalement après une année de césure en Angleterre. Et donc c'était surtout parler anglais qui m'intéressait à cette époque. Et il se trouve qu'en faisant cette école de commerce, donc à l'époque on ne parlait pas de développement durable ou de choses comme ça, j'ai été démarchée par une entreprise Green Desk en deuxième année et leur activité était les fournitures de bureaux biodégradables et compostables en bioplastique. C'était une boîte française ? C'est une boîte française, oui. Ouais. Qui existe encore ? Qui existe encore. D'accord, ok. Et donc du coup, grâce à eux, j'ai pu découvrir ce qu'était le développement durable, du coup, et tout ce qui en découle en fait. D'accord. Et donc tout est parti de là. Du coup, je me suis dit que l'école de commerce était intéressante, non pas pour le sens, puisque à l'époque, je ne trouvais pas de sens dans mes études. Je n'avais pas envie de vendre de la meilleure manière possible un nombre incalculable de voitures à des consommateurs. Voilà, ça me bottait pas trop. Mais du coup, je me suis dit que tout ce que j'apprenais pouvait être mis au service de ce qui faisait sens pour moi. Donc du coup, après cette expérience, qui m'a éclairée sur le besoin de sens que je pouvais avoir dans mon futur emploi, j'ai complètement appréhendé autrement mes études en les envisageant comme un outil au service de ce qui me tiendrait à cœur le moment venu. Voilà. Putain. Et chez Green Desk, quelle est ta mission et pendant combien de temps ? C'est un stage ? Oui, c'est un stage de 2-3 mois, deuxième année école de commerce, assez simple. Et là, ta mission, c'est quoi au sein de Green Desk ? C'était développer leur gamme de produits. D'accord. C'était à la fois du commercial, du marketing, de la prospection sur
sur cette gamme de produits. Donc tu poursuis l'école. Je poursuis l'école, du coup avec un sens. Oui. Je fais une année de double diplôme à Bristol en Angleterre, où là du coup j'ai choisi en propre, parce qu'ils avaient cette opportunité-là qui n'existait pas en France, de faire une option développement durable. D'accord, génial. Voilà. Ouais, donc j'ai pris cette option-là sur ma 3e année qui était l'année du double diplôme. Et à partir de la 4e année, j'ai commencé à m'investir dans l'associatif. Donc il y avait les balbutiements d'une association de développement durable sur le campus. Donc la première année, j'ai pris en charge tout l'aspect carbone, climat. Donc j'ai été chargée de mission sur la réalisation du bilan carbone campus. D'accord. Voilà, donc tu as mesuré tout l'impact, les émissions carbone de l'école? Du campus, qui comportait 17 ou 18 écoles à l'époque, voilà, de commerce, de com, etc. Et en parallèle, j'ai fait une petite année où je me suis investie au sein d'Avenir Climatique, qui est une super asso qui permet aux étudiants de vraiment s'imprégner de cette thématique et d'en parler. Donc je suis devenue formatrice bilan carbone campus pendant un petit temps. Et l'année suivante, j'ai pris la présidence de cette association. Et on a réalisé divers projets comme l'installation d'un rucher. On a également mis en place une AMAP. Okay. On a une association pour les paniers maraîchers. C'est ça. C'est ça. C'est les paniers qu'on reçoit d'un agriculteur bio ou en cours de conversion sur une base où on s'engage à acheter un panier par semaine. On est livré un panier par semaine, voilà. Donc sur le campus. Et on s'est aussi un peu essayé au système d'échange local. L'économie circulaire. Voilà, économie circulaire sur cette année-là. D'accord. Et voilà. Et comment concrètement, pendant cette année et dans ces associations, tu appliques ce que tu apprends pendant ce double cursus? C'est un formidable... alors le double cursus, il a duré que la 3e année. Après, je suis revenue sur Lyon dans le circuit classique. Et en fait, c'était vraiment une formidable opportunité de mettre en application directement ce que j'apprenais sans forcément avoir besoin d'attendre d'être en stage ou en entreprise pour commencer un peu à tester tous les outils que j'avais sous la main, en termes de management, en termes de tout et ce vraiment au balbutiement, vraiment en avant-garde de toute cette économie qui aujourd'hui est un petit peu plus sur le devant de la scène. Et encore, c'est pas encore trop ça, mais les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont un petit peu plus aujourd'hui mises en avant. Là, on parle d'il y a une dizaine d'années. Oui, ouais, à peu près. Ouais, ça doit être ça. Donc génial, tu es diplômée? Je suis diplômée. En parallèle, du coup, je remporte 2 concours sur l'éthique professionnelle les 2 années d'affilée. Je me concentre sur mon mémoire de fin d'année qui est lié au bilan carbone. D'accord. Au départ, on n'est pas loin de 2010 et vraiment c'est le début du bilan carbone à l'époque. Donc je réalise un premier mémoire là-dessus et un deuxième mémoire, celui de 5e année, qui est couplé avec mon stage de fin d'études au sein du groupe April Les Assurances, pour lesquels je réalise tout le reporting extra-financier du groupe, la première édition, l'année juste avant que ça devienne obligatoire. Donc, on parle de RSE là? RSE, voilà. Ok, responsabilité sociale et environnementale. Voilà, ou sociale de l'entreprise. Après, le nom et les acronymes, maintenant, peuvent un peu varier. Un peu mais voilà, il s'agissait du rapport extra-financier à l'échelle de l'ensemble du groupe et de savoir comment la RSE, quelles étaient ses spécificités vis-à-vis du secteur d'assurance. D'accord. Voilà, donc je réalise le premier reporting extra-financier du groupe comme première mission post-études. Et le concours, c'était un concours organisé par qui? C'était un concours du Rotary Club. D'accord, ok. Très bien. Donc tu es mise en avant, tu es bien lancée. Donc tu closes ce premier reporting et après, April? Et après April, en fait directement la PCC. D'accord.
de manière un peu destin, parce que au moment de faire mon stage de 4e année d'école de commerce, j'avais déjà eu le choix entre la PCC et un bureau d'études. D'accord. Et mon établissement m'avait encouragée à faire mon stage plutôt dans une entreprise que dans une asso. Oui. Une chose que j'ai faite. Mais du coup, pile à ce moment-là, le poste à la PCC s'est libéré et ils étaient en recrutement du nouveau coordinatrice. Et j'ai postulé jusqu'à ce que j'ai le poste. D'accord. Persévérance. Voilà. Et conviction. Donc, pour zoomer un petit peu plus sur la PCC, c'est une association qui regroupe des professionnels. Elle a été créée il y a combien de temps? Elle regroupe combien de professionnels? Elle a été créée en 2010. D'accord. En septembre Donc, 2010. C'était aussi assez nouveau. Voilà. Et aujourd'hui, elle regroupe une bonne quarantaine. Voilà, ça fluctue. Oui, on va dire autour d'une quarantaine de bureaux d'études. Et donc, tu es la première salariée? Enfin, il y avait un seul poste salarié à ce moment-là? Il y avait un seul poste salarié à ce moment-là, oui. Moi, je compare un petit peu, tu vas nous raconter la suite, mais je compare un peu ton poste à un poste d'intrapreneuriat parce que tu montes des projets à l'intérieur de cet écosystème et tu as vraiment une force motrice pour vraiment avoir de l'impact. Je ne sais pas si tu te vois comme ça. Oui, après, l'avantage, c'est que les conditions sont bonnes pour le faire, c'est-à-dire qu'il y a une gouvernance avec 12 administrateurs issus des bureaux d'études, donc le conseil d'administration, le bureau, et qui laisse une grande liberté et une grande confiance donc du coup à l'équipe permanente pour proposer, suggérer des choses dans l'objet de l'association, et ça c'est vrai que c'est une chance. Du coup, si on zoome là sur les projets actuels, tu m'as parlé d'un tour de France sur la mobilité. Oui, là notre actualité en ce moment, donc les rencontres régionales de la mobilité au travail sont 6 étapes qu'on va faire dans 6 villes de France là, sur les prochains mois jusqu'à mars 2020. Pour accompagner les employeurs sur les différents thèmes de la mobilité. Donc sous format atelier, il y a 6 ateliers à chaque rencontre dans lesquels peuvent tourner les participants pour aller plus loin ou baisser une barrière ou trouver des nouvelles idées ou voir comment les autres ont fait. Voilà, s'inspirer des bonnes pratiques et éventuellement pouvoir poser leurs questions à des experts disponibles pour aller plus loin ou pour lever les freins qu'ils peuvent rencontrer. Parce que donc, si je me mets dans la peau aujourd'hui d'un entrepreneur qui a une entreprise créée il y a plusieurs années, avec vraiment enfin, tout va bien, quoi. Il y a des clients qui rentrent, voilà. Je n'ai pas forcément de questions à me poser dans l'immédiat, mais je suis sensible à ce qui se passe, je suis sensible au bien-être de mes employés et surtout de l'avenir de la planète. Est-ce que tu aurais quelques petites clés pour que j'arrive je sais pas, je vais parler comme ça, de compenser mes émissions carbone, de les mesurer, de les réduire, je sais pas. Quel serait pour toi à peu près le plan d'action à mettre en place? Souvent, on fait des choses où on a des actions phares qui sont facilement réalisables et qu'on met en œuvre. C'est vrai qu'il est toujours intéressant d'avoir une photo à laquelle se comparer. Donc à un moment donné où on comptabilise pour savoir combien on émet par exemple en termes de gaz à effet de serre, etc. Et cette photo va nous permettre de pouvoir se comparer et de mesurer l'impact de nos actions.
Donc la première étape, normalement, c'est quand même d'avoir cette photo de départ, d'avoir ce point de référence-là pour pouvoir mesurer notre progression. Et ce calcul, est-ce qu'on est obligé de, si j'ai une toute petite société d'une dizaine de salariés, est-ce que je suis obligé de recruter un consultant ou de faire appel à un bureau d'études, ou je peux le faire un petit peu dans mon coin en ligne? Ça va dépendre de plein de facteurs. D'accord. C'est forcément un peu personnalisé. Donc il y a les bureaux d'études, il y a aussi pas mal de ressources sur lesquelles on peut se renseigner en amont de l'appel à un bureau d'études. Parce que du moment où on a fait appel à un bureau d'études, ça veut dire que quelque part déjà on a commencé à identifier son besoin. Parce qu'on arrive avec une demande. Donc là on est même encore en amont. On peut s'interroger sur quel est mon besoin. Et mon besoin, ça peut être l'impact environnemental, ça peut être réduire ma facture, ça peut être améliorer le bien-être de mes salariés, ça peut être la vision climat-carbone s'intègre dans une vision plus large, donc RSE entre guillemets, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, où il y a à la fois la composante économique, humaine et environnementale. On parle de triple comptabilité à ce moment-là. Voilà. D'accord. Vas-y. Et donc du coup, définir son besoin, de voir un peu ce qui nous tient à cœur, c'est une première étape. Et c'est avec ça qu'on va potentiellement aller chercher le bon bureau d'études pour nous accompagner. Et donc dans le cas de l'environnement et du climat, c'est vrai que le bilan carbone, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit la technique, quelle que soit la méthodologie de comptabilité carbone qu'on utilise, est quand même un indicateur très intéressant pour savoir un peu où aller. Parce qu'on sait combien on émet. Des fois, on peut avoir vraiment des surprises. C'est-à-dire, on peut penser qu'avec telle action, en fait, on a fait une super action, mais en fait, quand on regarde en carbone à quoi ça correspond, pas forcément. Ou peut-être que du coup, ça va avoir un effet secondaire auquel on n'a pas pensé, etc. Donc c'est vrai que s'appuyer sur une méthodologie de référence, ça peut être utile pour ne pas trop se perdre ou perdre de l'énergie dans des actions qui finalement n'ont pas l'impact escompté. Voilà. Et donc pour revenir sur la compensation, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec l'objectif de neutralité carbone 2050. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'avant de compenser, parce que ça peut paraître il n'y a qu'à compenser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des étapes avant d'arriver à la compensation et qu'il est vraiment nécessaire de prendre le temps de se dire d'accord, je regarde combien j'émets et avant de penser à compenser, combien je peux réduire. Et en fait, la compensation arrive en fin de process quand on n'arrive plus à réduire sur les émissions incompressibles. Voilà. Et si on prend le problème à l'envers, on risque par exemple de passer vraiment à côté de l'objectif qui est d'avoir un impact sur l'environnement. Et du coup, plutôt que de compenser son voyage en avion, on peut peut-être réfléchir à comment faire telle réunion en virtuel avant de prendre l'avion par exemple. Donc là, je ne sais pas si ça s'entendra, mais on n'est pas loin d'un aéroport et il y a un avion qui vient de passer, donc ça illustre le propos. Très bien. Donc, mesurer, chercher à réduire et après à compenser. Vraiment, ça arrive en fin de processus. C'est effectivement potentiellement pas ce qu'on imagine de prime abord. C'est pas la solution miracle. C'est pas la solution miracle, surtout que on pourra pas continuer à émettre sans fin sous prétexte qu'on compense. Pour autant, la compensation est nécessaire parce qu'on ne pourra jamais arriver à l'émission zéro. Donc quand on parle de neutralité carbone, ça inclut forcément la compensation ou l'absorption par divers procédés du carbone qui a été émis précédemment. Génial. Après, il y a une deuxième actualité qui nous concerne un petit peu plus. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer.
Tu as eu une idée depuis plusieurs mois et au sein de la PCC, tu as vraiment mis en œuvre beaucoup de choses pour mettre en place un événement. Si tu veux bien nous en parler. Oui, il s'agit du premier sommet virtuel du climat. Oui. Qui est parti du constat qu'il y avait quand même besoin de diffuser pas mal d'expertise et de conseils et de bonnes pratiques au-delà de ce qui se fait déjà. Donc ce qui se fait déjà, ça va être des salons, ça va être des événements. Quand on est sur des événements en présentiel, on se rend compte que justement que la mobilité peut être un frein à la présence des gens sur les événements présentiels, sans compter le temps homme, sans compter les aspects économiques, les émissions carbone et tout ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne vont pas s'informer à cause de ce frein-là. À cause de ce frein-là, voilà. Les excuses, entre guillemets, qu'on entend, c'est trop cher, pas le temps, faut que je prévoie un déplacement, faut que je paye un hôtel, ça me fait perdre du temps homme, voilà. Et du coup, on s'est dit que ce frein-là, on pouvait facilement le lever. Oui. En proposant un format qui est 100% virtuel. Okay. Donc aujourd'hui, on part pas de rien, parce que depuis 2015, on réalise déjà tous les mois, enfin très régulièrement en tout cas, des webconférences au sein de la PCC. Voilà, où on fait intervenir des experts, des bonnes pratiques, des retours d'expérience, et qui sont disponibles à tous. Voilà. Là, l'idée, en fait, c'était de faire quelque part la même chose, mais de manière condensée et beaucoup plus structurée, sous le format d'un sommet virtuel, justement pour aller toucher finalement tous ceux qui ne sont pas déjà dans les cercles des initiés, entre guillemets. Parce que finalement, dans les événements présentiels, on se rend compte que c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit. Et il se trouve que pour faire avancer ces thématiques, il faut aussi aller chercher et montrer à ceux qui ne savent pas forcément que déjà il y a plein de ressources gratuites, de bonnes pratiques de partout desquelles on peut s'inspirer. Et des études de cas concrètes. Des études de cas concrets, des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà rencontré le problème sur lequel tel chef d'entreprise ou tel entrepreneur se heurte, que finalement ils ne sont pas tout seuls et qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis avec leur machette tracer un chemin et défricher pas mal de choses et que ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc c'est un sommet qui va se dérouler quand et comment? Alors c'est un sommet qui se déroule du 18 au 28 novembre, qui s'adresse donc aux entreprises, aux collectivités, aux acteurs de la finance. Donc il y aura 30 webconférences sur 7 jours. D'accord. Voilà. Donc le programme va sortir incessamment sous peu. Oui. Par contre, le dernier jour, c'est un autre format qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a aussi constaté que ce format virtuel allait se heurter au manque quelque part d'humanité et de rencontre, dans le sens où finalement on est devant son écran, on écoute la conférence, on pose ses questions par chat à l'intervenant. Potentiellement, comme dans du présentiel, l'intervenant a 100 questions, il peut peut-être pas forcément répondre à tout le monde. Et l'idée, c'était quand on est dans une salle de conférence, on voit les autres gens autour de nous, on sait qu'on fait partie d'une communauté dans la salle. Oui. Là, c'est quand même chacun devant son ordinateur. Voilà. Et donc on a voulu profiter ou dans sa salle de réunion, ou dans sa salle de réunion, avec l'ensemble de l'équipe. Ou avec l'ensemble de l'équipe. Tout à fait. Et du coup, l'idée c'était qu'on puisse ajouter une dimension un peu relationnelle, pas juste une information descendante quelque part, ou principalement descendante, mais qu'on puisse aussi générer de l'interaction au-delà du simple chat. Okay. Et donc là, l'idée, c'est que le dernier jour, ce sera un salon virtuel, qui est encore un autre format. Donc cet événement est vraiment hybride à plein d'égards. C'est
les 7 premiers jours, c'est un sommet virtuel. Le dernier jour, c'est un salon virtuel, donc avec des stands virtuels. On arrive sur une image, on arrive comme on se promène, comme si on se promenait dans le parc des expositions ou dans Eurexpo à Lyon, voilà, avec des structures qui ont des stands qui sont matérialisés par une image 3D dans laquelle on rentre, sur laquelle on peut consulter leur PLV, leur documentation, parler avec la personne qui est de l'autre côté de l'écran, par chat, par Skype. On peut voir les gens qu'il y a sur le stand, on peut voir si le conseiller est disponible pour parler, etc. Et donc l'idée, c'est que normalement, ces 7 jours de conférence auront amené énormément de questions. Potentiellement, toutes les réponses n'auront pas eu toutes les questions n'auront pas eu leur réponse. Oui. Voilà. Et à la PCC, c'est vrai qu'on a à cœur de répondre à toutes les questions. Sur nos webconférences, par exemple, on s'engage, les intervenants s'engagent, même s'ils n'ont pas répondu à toutes les questions pendant la session, à faire une réponse écrite sur celle où il n'y a pas eu de réponse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc du coup, là, l'idée, c'est que s'il reste des questions, les participants pourront aller les poser directement sur les stands et ils auront une relation plus one-to-one avec la personne sur le stand qui pourra répondre à sa question, potentiellement. Voilà. Et donc la première partie des webconférences sur les 7 jours est vraiment un programme entièrement non promotionnel qui a été sélectionné par un comité d'experts sur la base d'une ligne éditoriale co-construite avec des partenaires et des experts. Et suite à un appel à candidature. Voilà. Et le dernier jour de salon virtuel se rapproche plus des démarches et des événements comme ProDurable qu'on peut trouver sur le thème de la RSE. Voilà. Mais en 100% virtuel. Et aussi avec potentiellement des animations, des petites conférences, les stands, voilà. Donc on cherche encore des sponsors, des exposants voilà. qui auraient un produit, un service qui répondrait parfaitement à un manque, à une question en tout cas, qui serait posée pendant ces conférences. Voilà, c'est ça. Donc il y a la partie un peu expertise et la deuxième partie va plus être vraiment des solutions concrètes proposées par divers bureaux d'études et ou entreprises et ou organisations. Voilà. Parfait. Ensuite, si la première fois qu'on a échangé, tu m'as parlé des ODD. Je savais pas bien ce que c'était. J'ai été voir et j'applique aujourd'hui maintenant dans la gestion de projets avec mes partenaires, mes clients. Ces ODD, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, zoomer sur... Alors en fait, le point surtout par rapport aux ODD, donc, qui sont les objectifs de développement durable adoptés au niveau de l'ONU, c'est de se dire qu'il y a quand même plusieurs axes, le changement climatique et la lutte contre le changement climatique étant un parmi d'autres. Donc on parle de RSE, quand on parle de RSE, on met le social, le sociétal, l'environnemental, l'économique. Mais avec les ODD, il y a beaucoup plus de catégories. Et donc ça peut aussi bien être les enjeux d'éducation que de changement climatique, que d'alimentation, que de parité, que de gestion des océans, enfin voilà, pollution des océans, etc. Il y en a 17. Il y en a 17, voilà, donc il y a de quoi faire. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que quand on mène une action, ou quand on fait quoi que ce soit, finalement, il faut vérifier son impact sur les autres aspects des ODD qui ont pour mérite de fournir une liste assez concrète à laquelle on puisse se référer et de se dire que voilà, mon action climat, mon action en faveur de l'environnement par exemple, peut-être qu'elle a un effet secondaire ou qui du coup, ou socialement, c'est pas top. Est-ce que tu aurais un exemple Un exemple, une collectivité qui limite l'accès au centre-ville aux voitures non polluantes.
Oui. et qui ne met pas en parallèle un réseau de transport adéquat, crée une inégalité sociale quant à l'accès au centre-ville pour des populations qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture 100% propre. Oui. Voilà, donc là l'idée c'est pas de critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste de se dire qu'il faut prendre un peu de recul sur les actions, et des fois certaines peuvent avoir l'air des solutions tout à fait adéquates. Mais il manque une partie. Mais il faut vérifier l'impact de cette solution sur les autres aspects. Alors on peut se servir de la liste des ODD dans ce cas-là, ça permet vraiment, qu'est-ce qu'on veut dans le monde de demain? Normalement on veut des océans, quand on mange un poisson on n'a pas envie de manger un sac plastique par exemple, ou on n'a pas envie que les filles soient moins éduquées que les garçons, que voilà, tout ça, on peut mesurer l'impact de son projet au regard de l'impact sur le climat. Mais pas que. Et surtout vérifier qu'il y ait un minimum de cohérence entre tous les aspects et que finalement on ne fasse pas plus de mal que de bien. C'est effectivement très intéressant et on n'y pense pas forcément. On pense bien faire au début et puis en fait il faut vraiment penser large et prendre de la hauteur régulièrement en plus pour mesurer, mettre en place, remesurer, mettre en place. Et faire ce va-et-vient quasiment constamment. Je voulais peut-être ajouter un conseil sur la toute première question, où par exemple quand on part dans de la comptabilité carbone, il y a la loi qui oblige à réaliser certaines mesures. Donc, diagnostic. Voilà. Mais en fait, il faut vraiment prendre en compte la spécificité de sa structure. Et par exemple, la loi va nous obliger à mesurer que ce qui va être du ressort des émissions propres à un bâtiment, ou l'électricité, la consommation d'énergie, etc. Mais l'idée quand même, c'est de ne pas s'arrêter là et d'aller chercher au-delà. Par exemple, si on est une entreprise du transport, forcément, cet aspect-là va avoir un impact beaucoup plus que la consommation des bureaux en chauffage et électricité. Oui. Voilà. Donc, quand on s'attaque à ces démarches, c'est bien d'aller voir un peu les bonnes pratiques des autres du même secteur d'activité. Et même si des fois on n'a pas les ressources ou l'énergie pour faire par exemple un bilan carbone complet, voilà, on peut se dire que de par mon activité, je suppose que mes émissions vont être similaires à tel autre acteur qui me ressemble, ou la moyenne du secteur. Aujourd'hui, on a assez de recul pour avoir un peu des métriques. De savoir par exemple que le poste principal de tel secteur industriel, en fait c'est ça et pas ça. Qu'on a souvent une surprise à tel endroit. Voilà. Il y a quand même pas mal de bonnes pratiques et on peut s'inspirer de ça aussi. Je mettrai quelques sites, quelques ressources tu as ou des livres que tu peux recommander. Souvent les fédérations ont des ressources. Il y a les guides sectoriels de l'ADEME, bien évidemment, donc par secteur d'activité. J'aime bien le bien évidemment. Pardon, c'est vrai que c'est pas assez... Il est très évident pour toi et c'est justement le but de cette interview. Donc allez sur le site de l'ADEME. Voilà, bon, sur la PCC, sur le site de la PCC, bien sûr, on a toutes les webconférences, je ne sais plus, on en est à plus de 30 déjà, donc il y a forcément un exemple. Il y a déjà beaucoup de ressources. Et je pourrais fournir par ailleurs je rajouterai quelques liens. Quelques liens dans les notes. Après, j'avais une autre question. Je rentre quasiment à l'instant. Il y avait quelques jours, c'était l'université d'été de l'économie de demain. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un salon, un événement où il faut se déplacer pendant 2 jours. Et je vois exactement les freins que ça peut être de participer à un tel événement.
Mais il y avait une question assez centrale, c'était la place des labels. Euh, Est-ce que tu penses que aujourd'hui, demain, on doit, euh, on doit avoir aussi une démarche de labellisation de son entreprise, de son projet? Si oui, comment s'y prendre? Lequel choisir? Euh, Est-ce que tu as des éléments de réponse sur ce sujet? Je suis pas sûre d'être la mieux placée pour en parler. Après, l'intérêt du label, Mhm, c'est de marquer une différence ou de sortir du panier sur un sujet par rapport à une masse de concurrents, mhm, potentiellement. Euh, et, euh, et du coup, la labellisation permet vraiment d'attester de la qualité, en général, d'une démarche et du sérieux que met l'entreprise dans des allégations qu'elle pourrait avoir. Et du coup, ne pas être accusée de greenwashing ou mhm. voilà, de ne pas respecter ce qu'elle dit. Voilà. Donc les labels sont très intéressants pour ça, ils attestent de la qualité. Ça permet aussi de donner un cadre, c'est-à-dire que des fois, les labels fournissent aussi une méthodologie de là où il faut regarder. Et Oui. ça peut être intéressant. Mm. Je Donc, pense par exemple au label B Corp. J'ai entendu la présentation de ce label et il y a une série de questions, une série de mesures, notamment la production. C'est un label qui vient des États-Unis. Donc il y a une, un chef d'entreprise qui est labellisé B Corp qui dit euh, tous nos fournisseurs ne doivent pas être à plus de 320 km. Pourquoi 320? Parce que ça vient de 200 miles dans le B Corp. Et donc, il y a une série de mesures, d'indicateurs qu'effectivement, on peut prendre en compte assez facilement sans vouloir être labellisé, mais au moins juste déjà sensibiliser et avoir les directions à prendre. donc souvent, en fait, ça permet d'être en avance sur un secteur d'activité et donc de se démarquer par rapport à une concurrence plus ou moins féroce. Et du coup, à ce moment-là, travailler aussi bien pour le bien de la planète, de ses collaborateurs, de ses clients, et se démarquer et faire travailler, avoir un vrai levier économique. Et le label permet aussi de prendre du recul, c'est-à-dire que quand on est dirigeant, qu'on a sans arrêt la tête dans le guidon, Ouais. ça oblige à faire un pas de côté pour avoir une vision globale de ses process. De ses process, de son entreprise, et comme tu dis, mesurer. Et du coup, il n'y a pas de. Je suis pas sûre qu'il y ait un label meilleur qu'un autre. En fait, je rebondis sur peut-être ce que je disais au début. Ça dépend du besoin. Oui. Est-ce que de son secteur, du secteur d'activité, bon, il y a les normes ISO qui sont très connues. Il y a l'OPQIBI, un petit peu moins connu. Et après, il y a pas mal de labels RSE sociaux. Donc, on a parlé de B Corp, il y a le label Lucie, et il y en a beaucoup. Je voulais aussi parler justement la PCC. Donc c'est à la base tu étais à Paris. Oui. Aujourd'hui tu es basé plutôt sur Lyon. Oui. Comment tu as fait? J'ai pris le train. Pour être basé du coup, ça rejoint ce que tu ce que je disais au tout début, tu es plutôt intrapreneur, j'imagine, dans ta responsabilité, ton besoin de mettre du sens dans ta vie professionnelle. Oui. Mais tu arrives aussi à amener ce pas de côté ou cette prise de recul sur ton poste, donc de l'amener à tes responsables au conseil d'administration, par exemple, de la PCC. Et du coup, maintenant, tu travailles en télétravail. Oui. C'est ça? Oui. Alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu au début. Tout à fait. Alors, il y a des avantages et des inconvénients.
Il se trouve que par la force des choses, à un moment donné, on n'avait plus forcément de local physique. J'ai Formidable opportunité. Formidable opportunité. Et du coup, pour des besoins personnels d'équilibre entre justement vie pro, vie perso, etc. Au départ, je suis montée à Paris pour aller chercher ce poste qui m'intéressait très fortement et cette association qui me parlait beaucoup. Et très rapidement, pour conserver l'équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles, j'ai eu besoin de retourner à Lyon. Il se trouve que ça a été concomitant avec le fait qu'on n'avait pas vraiment de solution d'hébergement de l'association et que finalement, étant donné que je travaillais déjà en virtuel avec tout le monde, mes réunions étaient virtuelles, mais voilà, finalement, je ne croisais pas grand monde en vrai. Hein, donc, du coup, virtuel à Paris ou virtuel à Lyon, peu importe. Peu importe, et voilà. Fait accepter, du coup, j'ai eu l'accord de la gouvernance. Génial. Et maintenant, tu travailles aussi avec quelqu'un. Donc, Maintenant, on est deux. Vous êtes deux. Voilà. Et c'est toi qui es un petit peu à l'origine de cette demande de création de poste, d'aide? Oui, dans le sens où... Charge de travail. Dans le sens où un seul salarié dans une structure, on est obligatoirement très polyvalent. Oui. Voilà. Et à tous les niveaux. Et donc, et en même temps, une seule personne ne peut pas posséder toutes les compétences... ou en tout cas d'avoir des compétences poussées dans tous les domaines. Charge de travail oblige. Du coup, on a ouvert un second poste. Et quasiment sur la même organisation, télétravail. Oui, la personne est restée sur Lyon quelque temps, parce qu'en fait, le télétravail tout de suite, voilà, pour la forme. Non, mais même, elle n'était pas très loin. Voilà, on n'était pas très loin l'une de l'autre. D'accord. Au départ, et c'était bien, parce qu'on ne peut pas démarrer, je pense, à moins d'être une génération Y ou Z. Je crois que le nouveau terme, c'est slasher, avec une autonomie. Voilà. C'est difficile de démarrer en télétravail. Et puis je trouve. Pour que les relations humaines entre collègues, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est ça. Et essentiel encore aujourd'hui, et j'espère pour longtemps, de se rencontrer, de se connecter. Oui. Et là, pareil, c'est un peu rester ouvert aux opportunités. Donc cette même personne a eu, pour l'équilibre de sa vie pro et perso, suivi son conjoint sur Bordeaux. Et donc du coup, maintenant, je suis à Lyon, elle est à Bordeaux. Et tout va bien. Tout se passe très bien. Voilà, et ça, ça sera quasiment... c'est un gros point abordé dans le Tour de France sur la mobilité. On a un des ateliers qui est consacré au télétravail et au tiers-lieu, oui. Parce que forcément, ça réduit les trajets qui ne se font pas. Néanmoins, ça a d'autres impacts sur d'autres sphères. Donc même si ça a un impact positif, entre guillemets, environnemental et émissions de gaz à effet de serre. Je mettrais aussi en positif l'aspect... alors qui ne correspond pas à tout le monde, mais autonomie, liberté dans la responsabilisation du salarié. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et tu mettrais des points négatifs à toute cette... Il faut être extrêmement discipliné. Oui, voilà. Il n'y a pas d'autres points négatifs, je veux dire, pour la planète, pour tout ça. Non, après, les freins à vraiment garder en tête, ça va être la discipline. Oui. Enfin, j'utilise le mot discipline, mais je sens que ce n'est pas exact. Rigueur. Garder un cadre. Garder un cadre et quand même ne pas soit faire trop déborder sa vie perso sur sa vie pro ou inversement sa vie pro sur sa vie perso. Donc il y a ce cadre-là et c'est une nouvelle organisation et aussi le télétravail implique beaucoup de solitude. Donc il y a énormément de choses à imaginer
pour remplir le besoin de connexion de tous les êtres humains, quoi, de parler à des gens. Et donc, voilà. quels seraient tes 2-3 conseils aller 1 ou 2 fois par semaine dans des tiers-lieux? Oui, c'est une solution que j'ai fait pendant longtemps. Ouais. D'accord. Tu allais dans un tiers-lieu à Paris et à Lyon? Alors à Lyon, j'allais 1 fois par semaine au départ, Oui. chez un membre de la PCC qui m'avait fait une petite place. D'accord. Ah oui, comme ça tu gardes un pied. Voilà, étant donné que la PCC a des membres partout en France. Du coup, même à Paris, j'ai été hébergée chez un membre à un moment donné. Voilà. Ça, c'est pour avoir ce lien, tu conseilles, pour garder une rigueur, pour garder un cadre et une séparation entre les 2 sphères, tu conseillerais quoi? Toi, tu utilises... Moi, je peux parler que de mon cas personnel. Bien sûr. Bien sûr. Ça a déjà d'avoir une différence géographique, c'est-à-dire que par exemple, avoir une pièce dédiée ou un endroit dédié que à ça, si c'est dans la même maison. Ne pas travailler sur le canapé. Ne pas travailler sur le canapé, voilà, que les dossiers du travail ne finissent pas sur la table du salon. Voilà, donc il y a une sorte de cadre, de frontière géographique autour d'un espace physique. Qui se ressent du coup. Voilà. Tu as des outils aussi qui t'aident à... Oui, toute la technologie. Avec ma collègue, on est en lien permanent sur un chat. Alors, on a plusieurs outils. On a le téléphone, on a le chat et on a la visio. Oui. Donc, le chat, ça permet de nous envoyer des messages et que la question n'est pas urgente. Tu utilises quoi comme outil? Framatime. Framatime pour le chat, GoToMeeting pour les visios. Ok. Voilà. Et ça nous permet de partager nos écrans pour voir ce que voit l'une l'autre. La visio. Une fois par semaine, 2 fois? Ou au cas par cas? C'est au cas par cas. D'accord. C'est au cas par cas, c'est en fonction des besoins. Et puis il y a le téléphone. Du coup, il n'y a que la voix. Donc on peut choisir que la voix, que l'écrit pour une question rapide, que voilà. Ok. Mais et ça, c'est au maximum pour... Et après, un autre conseil, c'est par exemple d'avoir des activités en dehors du travail. Oui. Voilà. De ne pas juste faire boulot dodo. Parce que si on enlève le métro, puisqu'il n'y a plus de déplacement, ça fait que métro dodo. Ça fait que boulot dodo en fait. Il n'y a plus le mot métro au milieu. Et surtout des activités qui permettent de rencontrer des gens. Enfin, après, ça dépend, chacun a des besoins différents en termes de relationnel. Mais du coup, c'est ce relationnel en moins du fait de ne pas être avec des collègues ou des choses comme ça. C'est peut-être important d'aller le chercher dans d'autres aspects de sa vie. Ça, c'est sûr. Et donc, toi? Et donc moi je fais du tir à l'arc et de l'aquagym. Je ne sais pas si ça intéresse. Enfin pour cette année et puis après on verra les années suivantes. Mais... Génial. Si on rebascule là sur le sommet virtuel du climat, l'idée c'est aussi de parler aux entreprises, mais il y a 2 autres catégories. Il y a les entreprises, comme on l'a évoqué, il y a aussi la finance. C'est les acteurs de la finance. Les acteurs de la finance. On pense que, effectivement, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si les financeurs, les investisseurs investissent dans des entreprises ou des projets qui ont un impact ou une conscience plus élevée sur le social et l'environnemental, automatiquement, toute la chaîne de production, de création de services va s'aligner sur ces financeurs. Il faut aligner porte-monnaie avec... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut aligner... Du coup, il faut que l'argent ait un sens. Voilà. L'argent étant un moyen qui est neutre jusqu'à ce qu'on lui donne un sens. Et donc, tout dépend du sens qu'on lui donne, comme n'importe quel outil. Donc aujourd'hui, il y a un marteau peut servir à assommer quelqu'un ou à planter un clou, quoi. Voilà, chacun utilise. Voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser les marteaux pour planter des clous.
Aujourd'hui, la finance à impact, comme on l'appelle, se développe vraiment et c'est génial, on l'encourage. Et donc, on aura des retours d'expérience pendant tout le sommet. Et il y a aussi une autre étiquette, une autre catégorie, c'est les collectivités. Mhm. Euh, Ouais. qui ont, on va dire, la nécessité de montrer l'exemple. De montrer l'exemple, et puis surtout, elles sont vraiment une partie prenante incontournable dans tous ces aspects lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Chacun a vraiment son rôle à jouer. Il y a l'individu, il y a l'entreprise en tant que personne morale, il y a la collectivité avec l'échelle du territoire, il y a l'État qui a son rôle. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il n'y en a pas, c'est pas les entreprises qui doivent, les collectivités qui doivent, c'est pas l'État qui doit, c'est tout le monde doit en fait. Hein. Avec sa fonction et ses moyens, mais tout le monde a potentiellement un pouvoir plus ou moins grand, mais que ce soit avec son porte-monnaie, son bulletin de vote ou sa taxe foncière, on va dire. Par exemple. Son temps aussi qu'il alloue s'il fait les partie priorités qu'il donne, s'il fait partie de Vraiment, tout le monde a un rôle à jouer. Et là, pour les collectivités, c'est d'autant plus important que une grande partie sont soumises à la réglementation de réaliser un plan climat air énergie territoire. Qu'on arrive sur, on va dire, sur la fin de la vague, et que là, ça va être le moment, une fois maintenant qu'on a mesuré, il va falloir fait l'image, maintenant il va falloir mettre en place les actions pour aller plus loin. Et donc du coup, donc il y a cette actualité un peu législative qui arrive un peu à échéance et qui va permettre aux collectivités vraiment d'avancer sur ces démarches-là. Donc elles ont vraiment beaucoup de choses à faire et sur plein d'aspects. Et donc on a plein de bonnes pratiques à montrer pendant le sommet. On parlait d'accessibilité au sommet, on a parlé de la mobilité, on n'a pas parlé du coût. En fait, le sommet est volontairement un événement gratuit pour tous les participants. Donc non seulement il n'y a pas besoin de se déplacer, mais il n'y a même pas besoin de payer un billet d'entrée. Il faut vraiment juste se connecter, ouvrir son carnet, ses oreilles. C'est ça, prendre 1h30 de son temps sur le sujet qui nous intéresse. C'est aussi un sommet à picorer en quelque sorte, parce qu'en fait quand on va à un événement, on se sent un peu obligé de rentabiliser son temps. De se dire faut que je parle à un maximum, faut que j'assiste à un maximum de conférences, etc. Et là, l'idée, c'est que s'il n'y en a qu'une qui intéresse, ce sera juste celle-là. Dans son agenda. On peut assister qu'à une seule conférence sans avoir eu le sentiment de perdre son temps. Ça, c'est très bien. C'est un vrai menu à la carte, mais le but, c'est vraiment que chacun puisse trouver l'objectif vraiment de cet événement, c'est que tous les participants puissent trouver une réponse, lever un frein, puissent vraiment que ça leur permette de faire un pas de plus par rapport à là où ils en sont. Et ce pas, il peut être j'ai un problème spécifique et grâce à tel retour d'expérience ou grâce à telle conversation sur tel stand, je l'ai résolu. Ou ça peut être, tiens, en fait, j'en suis qu'au début de ma réflexion et ma prochaine étape va être de points. D'accord. Oui. Mener telle ou telle action. Donc les collectivités, les finances, les investisseurs, les entrepreneurs, mais plus généralement, moi j'ai envie de dire que n'importe quel salarié ou n'importe quel citoyen qui nous écoute, qui n'est pas obligatoirement un professionnel de la RSE, peut picorer et piocher écouter une conférence et voir ce que ça résonne chez lui. Voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y en a des plus techniques que d'autres. Donc après, c'est vraiment à voir au cas par cas. Mais normalement, tout le monde peut y trouver son compte à partir du moment où il s'intéresse au minimum à la problématique. Oui, bien sûr. Le cœur de cible étant bien évidemment les dirigeants, les chargés de mission,
tous ceux qui ont les mains dedans, hein, les mains dans le, c'est un sommet concret, opérationnel pour ceux qui ont les mains dedans. Oui. Voilà. Donc du coup, ça cible vraiment ceux qui ont ces problématiques au quotidien dans leur structure. Voilà. Le citoyen va trouver d'autres ressources, pas forcément sur ce sommet, mais peut trouver d'autres ressources dans d'autres événements. On ne vise pas particulièrement le citoyen, il y en a d'autres qui font ça très très bien. Là, on vise le dirigeant, l'employé, l'individu, mais comme professionnel. Voilà. Okay. Et de comment il va, soit en étant dirigeant, d'une structure, entrepreneur, ou le chargé de projet qui peut lui être pour le coup être intrapreneur, oui. Hein, parce que faut pas croire que ça vient que des dirigeants, que de la tête. Voilà, tout peut naître de n'importe quelle partie de l'entreprise. Oui. Et en plus, bonne nouvelle, c'est un événement qui est soutenu par le ministère. Oui. Oui. Donc en partenariat avec le ministère de l'Environnement qui interviendra en plénière d'ouverture, qui réalise également 2 interventions, ou 3, on verra à la sortie du programme, voilà. Mais en tout cas qui viendra nous parler de quelques sujets dans les conférences. Donc le ministère, mais on n'a pas parlé, en fait, l'APCC ne fait pas ce sommet tout seul. Oui. Et on a, en fait, pour réussir à monter ce projet qui était quand même super ambitieux, oui. On a fédéré des acteurs que sont donc l'ADEME. Fédéré J'ai fédéré, l'APCC a fédéré les acteurs autour de lui, parce que du coup je ne suis pas toute seule dans l'APCC, j'ai quand même l'appui de ma gouvernance et de tous mes membres. Tu as allumé l'allumette. J'ai proposé une allumette, oui. Et du coup on coporte le projet avec l'ADEME. D'accord. L'ABC, l'association Bilan Carbone, la fédération Sinov et le CEREMA. Ce sont tous les 5, pour résumer, on est 5 acteurs à but non lucratif, experts des questions climat. Okay, et à côté de ça, on est allé chercher l'expertise donc d'un comité consultatif d'experts qui nous a épaulés dans la rédaction de la ligne éditoriale du sommet et dans le choix des experts, et les conseils sur des interventions. Et donc là, il y a une dizaine de structures, du coup que ce sera un peu long de citer, mais vous pouvez aller voir sur le site internet. Voilà, et donc qui ont pareil pour point commun d'être tous des experts à but non lucratif du climat. Ok. Et puis bien sûr, on le mentionne, mais c'est pas pour ne pas regarder. Toutes les conférences seront en replay. Elles sont enregistrées à vie. L'objectif, c'est vraiment que c'est vraiment un événement pour les organisations. C'est pas un événement à but lucratif. Alors bien sûr, il faut boucler le budget, hein, comme tout un chacun, comme tout projet. D'où le besoin de sponsors. Il y en a moins besoin qu'un salon physique, parce que c'est quand même ça aussi l'intérêt de diffuser d'être digitalisé, mais il y en a quand même besoin. Mais il y en a quand même besoin. Il y a un petit budget. Il y a un petit budget, un bon budget, mine de rien. Hein, finalement, le virtuel n'a pas, que ce soit en carbone ou de manière économique, n'est pas neutre. N'est pas neutre. Oui, voilà. C'est peut-être mieux comparativement parlant. On a toujours l'idée qu'envoyer un mail, ça coûte strictement rien, et au portefeuille et à la planète. Et en même temps, non, ça coûte quand même en fait. Hein, voilà. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Le budget à boucler. Le budget à boucler, mais c'est pas ça que je voulais dire. Digitalisation, peut-être sur le net. Je t'ai coupé, excuse-moi.
Je sais plus. C'est en replay parce qu'on a pour objectif, en fait, c'est vraiment cadeau, en fait. C'est cadeau. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est allez-y, servez-vous-en. Il y en a qui sont passés par là. Les retours d'expérience existent. Il faut s'en inspirer. Les expertises sont dispensées gratuitement. Que vous ayez ou pas besoin de faire appel à un bureau d'études par la suite. Mais c'est vraiment cadeau en fait. Il faut que tout le monde avance. Si on reste concentré sur le cercle des initiés, c'est pas tout le monde. Donc il faut vraiment diffuser au maximum toutes ces connaissances, expertises, questions parce qu'il faut que tout le monde s'approprie ces enjeux tôt ou tard. Mieux vaut tôt que tard. Oui. Voilà. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais bon. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tout de suite maintenant. On disait, il faut vraiment qu'on avance, qu'on passe au-delà du yaka faucon, parce que ça, aujourd'hui, c'est bon, les actions, les solutions existent. Les solutions existent, beaucoup de choses sont déjà mesurées. Oui. C'est-à-dire que la France a une stratégie nationale bas carbone et sait de combien elle doit réduire dans chaque secteur, etc. Les outils existent, les méthodologies existent, les initiatives, les solutions existent. Et maintenant, il faut y aller. Il faut implémenter. Il faut passer à l'action et trouver les ressources pour accompagner le changement. C'est très très important. Merci beaucoup, Emeline, de nous avoir apporté tous ces éclairages. Donc j'invite effectivement tout le monde, tous ceux qui écoutent, quelle que soit sa responsabilité aujourd'hui dans le monde professionnel, à se connecter le 18 novembre. Est-ce qu'on peut se connecter un petit peu avant ? Oui. Oui, on peut s'inscrire aux conférences en avance, ce qui permettrait de recevoir le petit mail qui va bien pour ne pas oublier d'assister à la conférence en question. Voilà. Et celle qu'on veut absolument ne pas louper. Dès à présent, on peut s'inscrire à la newsletter du sommet qui permettra de recevoir toutes les infos dès qu'elles sont disponibles. Et déjà, pas plus tard que demain matin, le programme de la première semaine. Oui, de la première semaine. Alors, ça ne sera pas demain matin. Je pense qu'on va diffuser le podcast justement quand le programme sera entièrement en ligne. Donc, dépêchez-vous, allez sur le site. Et puis, si vous êtes intéressé pour sponsoriser ou prendre un espace, un stand, avoir une solution à proposer, une solution, un produit, un service, avec un vrai retour d'expérience ou une expertise et des cas concrets, cliquez sur le petit lien en bas et puis envoyez-moi un mail. Merci beaucoup, Emeline, c'était très intéressant. Je rajouterai toutes les notes, donc si tu as des ressources, on va regarder ça ensemble et je mets tout ça en notes et en barre d'infos. Et je souhaite un très très grand succès au projet que tu as porté là depuis de nombreux mois en interne. C'est vraiment très très important et je pense très rempli de sens pour toi. Tout à fait. Merci beaucoup, Gaël. À très bientôt. À très bientôt. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslesstudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!